Bienvenue sur ce webinaire de lancement de la 4e édition de Yes We Clean. On a un grand plaisir de vous accueillir ce matin, fin de matinée, pour 1 heure sur la thématique comment concilier communication web et éco-responsabilité. Donc, sachant que ce webinaire est ouvert aux communicants de la France, je vais me présenter. Je suis Lola, la chargée de communication du réseau Place de la Communication, donc le réseau des communicants et des marketeurs des Hauts-de-France. Et je suis accompagnée donc de Noémie, qui fait partie de la commission RSE du réseau, mais qui n'est pas que. Et je vais la laisser se présenter. Bonjour tout le monde, je suis en effet aussi responsable de communication chez Réseau Alliance. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ce webinaire, cette thématique. Donc aujourd'hui, ce webinaire va être animé par Pierre et Yannick. Yannick, fondateur de l'agence Kodama, et Pierre, fondateur de Osteria, un hébergement responsable. Je vais laisser prendre la parole pour commencer ce webinaire. Bon webinaire. Eh bien, du coup, je reprends la suite. Merci Lola, merci Noémie pour la présentation. Bienvenue tout le monde pour le déroulé de cette visio-conférence, je sais pas comment vous avez prévu de l'appeler. L'idée, ça va être d'aborder, comme on l'a mis juste avant, comment concilier les co-responsabilités avec la com et le web de manière générale, puisque moi comme vous, on est tous des communicants, donc notre métier quotidien, c'est de travailler sur tous les canaux de la communication. Et donc là, ce qu'on va aborder dans un premier temps, c'est justement notre quotidien, pour rappeler, même si vous savez très bien ce que vous faites, mais rappeler un petit peu les bases de toutes les choses auxquelles on est amené à travailler quotidiennement. Donc pour nous tous, globalement, nous tous et toutes, on est amené au quotidien à travailler dans la com, on peut être amené à travailler sur tout ce qui est physique, donc du print, de l'impression, donc ça va être des cartes de visite, des plaquettes, des triptyques, des supports d'événements, voilà, il y a énormément de choses qu'on peut être amené à faire sur l'ordinateur, puis après à imprimer de manière physique pour les salons, pour les rendez-vous, les visites. On est amené également à travailler sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, on va produire des visuels, on va produire des textes, on va organiser des programmations de publication sur LinkedIn principalement, on va organiser sur les différents réseaux sociaux, sur Insta, enfin, en tout cas ça dépend de l'activité, mais en tout cas on va avoir une gestion de notre visibilité et de ce qu'on fait au sein de notre périmètre et de notre maillage professionnel. Et puis, dans un dernier point, on peut avoir aussi tout l'aspect numérique, donc qui va être la visibilité de l'entreprise à travers son site web, à travers ses activités. Donc, on peut être amené à rédiger des articles qu'on va ensuite publier sur les réseaux sociaux, ou qu'on va aussi peut-être être amené à imprimer derrière. On va créer des landings, donc des pages qui vont servir à accueillir des opérations commerciales pour ensuite générer des leads qu'on va envoyer aux commerciaux. On peut gérer le site de manière générale. On peut également être amené à faire des newsletters qu'on va diffuser, qu'on va repartager sur les réseaux sociaux pour indiquer qu'on a fait une newsletter. Donc on a quand même globalement beaucoup d'activités au quotidien. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'un chargé de com, un responsable marketing sont amenés à faire. C'est quand même beaucoup d'activités. Je crois pas que Lola ou Noémie me contredisent là-dessus. Et du coup, les questions qu'on peut se poser, c'est au final, sur la partie print, sur la partie support, au niveau de l'impact éco-responsable, ce qui est important de noter, c'est que on est souvent amené à faire beaucoup de tirages, beaucoup d'impressions, et que quand on imprime des documents, on imprime souvent large. On va pas se poser la question de combien il en faut exactement. Si on sait qu'on a un salon, on a imprimé une plaquette, on va se faire 500 impressions de la plaquette, et puis s'il en reste, alors j'ai travaillé dans des entreprises où dans la réserve, on retrouvait les plaquettes du salon d'il y a 4 ans qui ne servent plus à rien parce qu'elles sont plus à jour, dont on ne peut plus rien faire parce qu'elles sont plus du tout d'actualité. Et au final, on se retrouve avec du stockage d'éléments qui ne servent plus aujourd'hui. Mais comment définir exactement le volume qu'il nous faut, c'est un curseur qui est pas forcément facile. On a également alors je reprends parce que j'ai travaillé dans une entreprise de communication pendant 7 ans sur la métropole lilloise qui faisait régulièrement des salons.
Donc on imprimait énormément de plaquettes, on faisait beaucoup de cartes de visite pour les commerciaux qui restaient plus ou moins longtemps. Donc parfois on imprimait des cartes de visite pour un commercial qui s'en allait, on se retrouvait avec un stock de 500 cartes de visite et le commercial n'est plus là, donc inexploitable. On peut avoir des goodies aussi. Alors ça, c'était quelque chose qu'on essayait de faire. On essayait d'avoir des goodies qu'on pouvait réutiliser. Donc on avait toujours les mêmes goodies parce qu'on prenait tellement des volumes, puisque l'intérêt des goodies, c'est d'avoir un prix d'achat bas si on prend beaucoup de volume. Donc on a tendance à en prendre beaucoup pour rentabiliser. Et puis on avait aussi pas mal d'événements qui étaient one shot. Donc on avait vraiment une communication spécifique pour cet événement-là, avec une impression, avec le titre de l'événement. Mais on se retrouvait avec un kakémono ou un document, un comptoir qui était imprimé pour le nom de l'événement, mais qui était plus utilisable pour un autre événement qui pouvait être 15 jours plus tard, parce qu'au final, c'est pas du tout la même activité. Donc il y avait pas de réflexion à l'époque, et on se retrouvait avec beaucoup de gâchis, beaucoup de choses qu'on jetait ou qu'on stockait dans la réserve. La réserve dans l'entreprise où je travaillais, voilà, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba. On y retrouvait tous les éléments qu'on avait imprimés pendant des années. Du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que chaque support justifie son impact? Est-ce que chaque support, chaque chose qu'on veut imprimer, qu'on veut éditer, qu'on veut créer, est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Alors, je pense qu'il y a aussi, et moi je le dis aussi parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là, mais je fais partie aussi de l'école où on imprimait, on faisait sans se poser de questions de savoir qu'est-ce qu'on va en faire après, quoi. C'était sur l'instant, on imprimait, on faisait. Pour la partie réseaux sociaux, c'est pareil. On a tendance à dire on va faire un calendrier et on va marteler 2 messages parce qu'il faut qu'on nous voit, parce qu'il faut qu'on soit sur les tendances actuelles, essayer de jouer un petit peu sur les choses qui font rire dans l'actualité pour essayer de communiquer. Donc on publie. En plus, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA depuis 2 ans maintenant, parce que c'est surtout depuis 2024, on a tendance à la solliciter pour essayer de créer des visuels, parce qu'avant, on faisait un petit travail graphique en interne, mais on se dit maintenant, on peut faire un visuel, on n'a pas besoin d'utiliser le graphiste, donc il va pouvoir travailler sur autre chose. Mais du coup, on sollicite aussi des infras, et on a une logique de production, de planning, qui est vraiment liée sur le volume. Alors, sans vouloir pointer du doigt, mais je prends l'exemple là, par exemple, Place de la Communication, on a eu cet événement, on a eu une publication quasi quotidienne pour rappeler qu'il y a cet événement. Est-ce que chaque publication méritait son empreinte et était nécessaire? C'est un curseur qui est difficile parfois à placer parce qu'il faut rentabiliser l'événement, mais en même temps, voilà, peut-être que en divisant par 2, on arrive à trouver une espèce d'équilibre, mais c'est pas vraiment simple, j'en ai pleinement conscience. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que produire plus génère vraiment plus d'efficacité? Est-ce qu'il n'y a pas un gap, comme une courbe, où on se dit, au-delà de cette courbe, tout ce qu'on fait, c'est de trop, mais comment la repérer, comment la définir? Et pour la partie numérique, parce que c'était les 3 pans que j'avais évoqués au préalable, un site web, c'est là, c'est en place, faut le maintenir, faut l'héberger. Souvent on y met des articles, comme je disais, on peut y mettre des vidéos, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne palpe pas, c'est qu'un site web, ça coûte de l'énergie, c'est stocké, c'est un disque dur qui est à disposition, sur lequel on va mettre notre site. Et j'ai tendance à dire que le site web, c'est un peu comme mettre les lampadaires dans les rues. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils s'allument la nuit, mais c'est comme si là vous l'allumiez toute la journée, que vous passiez ou pas dans la rue, le lampadaire il est tout le temps allumé. Et un site web, c'est ça en fait. Il y a des lampadaires qui sont plus ou moins lumineux, qui vont coûter plus ou moins d'électricité, mais un site web c'est allumé tout le temps, ça stocke des informations. Plus vous en rajoutez, plus vous allez augmenter le poids du site. Plus vous augmentez le poids du site, plus vous demandez au serveur de refroidir un serveur sur lequel il y a de la donnée. Et on oublie souvent que le numérique, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment quelque chose de physique. Il y a un centre de données, c'est un immense bâtiment, c'est plusieurs centaines, dizaines de milliers de mètres carrés. Ça consomme de l'eau, de l'électricité, et c'est pas juste, comme je dis, un nuage. On a tendance à dire oui, le cloud c'est un nuage, on envoie les informations dans le ciel, etc. Ça, on ne peut pas le palper. Non, c'est un ordinateur, c'est une structure, ça a un poids, ça a un coût. Et c'est là où le numérique responsable, il prend tout son sens parce que c'est la partie la plus importante. Du coup, est-ce qu'on peut tout concilier? Est-ce qu'on peut avoir plus de communication et de la visibilité, enfin moins de communication mais toujours autant de visibilité, sans solliciter en permanence les algorithmes, mais en trouvant quand même un équilibre sur je publie, je communique, je fais des articles,
mais en même temps, je suis pas dans la surenchère permanente, sachant que derrière, on a quand même souvent globalement de la part de la direction ou des équipes RSE des objectifs où on voudrait essayer de faire patte blanche, on voudrait essayer d'aller dans un chemin un peu plus vertueux, mais comment concilier le business qui est dans une logique de volume à la RSE qui est plutôt dans une logique de modération, c'est parfois très délicat. Et je vais rappeler quand même, enfin je vais quand même préciser quelque chose. L'idée de ce webinaire, c'est pas de pointer du doigt ne faites pas comme si, c'est pas bien, etc. Mais plutôt d'essayer de trouver une logique de comment faire mieux, en essayant de rester sur des standards, des impératifs, des objectifs, mais en essayant de le faire d'une manière plus intéressante, plus logique, plus consciencieuse. Et donc c'est pas l'objectif de pointer du doigt. On va parler du coup, comme je vous le disais juste avant, du numérique responsable. Donc de la partie centre de données. Et là, je vais solliciter Pierre qui m'accompagne sur cette présentation, puisque la partie, je sais pas si c'est Noémie, non pas Noémie, c'est Lola peut-être qui est le micro s'est activé. Je vais solliciter du coup Pierre sur cette partie, puisque Pierre est du coup un spécialiste de l'hébergement, c'est son métier. Et Pierre va pouvoir peut-être vous présenter un peu plus ce que c'est vraiment qu'un centre de données, en tout cas à quoi ça ressemble. Puisqu'il y a un piège dans le numérique, c'est que, comme je le disais, il est pas palpable, on le voit pas. Là, on est en train de discuter, on est en vision, on est tous sur Internet, mais on se rend pas compte qu'il y a un centre de données qui héberge ce qu'on est en train de dire, qui refroidit, et ça va vous l'expliquer. Pierre, tu sais, toi comme moi, que tout ce qu'on fait sur Internet va solliciter un centre de données. Oui. Tout ce qu'on va être amené à faire, réseaux sociaux, tablettes, smartphones, vidéos, regarder une vidéo en streaming, regarder ses mails, stocker ses mails qu'on va stocker pendant de longs mois. Tout ça, ça a un coût sur un data center. Et au final, est-ce que Pierre, tu peux nous expliquer ce qu'est un data center ? Oui, je peux l'expliquer rapidement. Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le numérique, effectivement, il y a trois aspects. Il y a l'aspect d'abord du data center. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble un data center et ce que ça fait. Il y a l'aspect du client, le logiciel qui est utilisé. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si on prend l'exemple de ce webinaire, il y a des choses qui se passent dans le data center. Il y a des choses qui se passent dans chacun de vos navigateurs. À tous, vous êtes, je sais pas, 66, là, je vois. C'est un bon chiffre. Et il y a de la consommation électrique, de la consommation d'eau et évidemment de la génération d'un équivalent carbone sur ces deux aspects-là. Et il y a quelque chose entre les deux, qui est le transport. Là aussi, le transport au sens informatique, il y a effectivement des consommations qui sont là. Pour revenir plus précisément sur ce que c'est que le data center, un data center, il faut l'imaginer, c'est une grosse usine dans laquelle on a mis des ordinateurs. C'est pas du tout virtuel. On met des ordinateurs qui souvent sont très serrés les uns aux autres, donc il y a une très forte densité d'ordinateurs. Ces ordinateurs, d'abord, il a fallu les fabriquer. Pour les fabriquer, il a fallu aller miner des choses pour tout ce qui est terres rares. Il a fallu les manufacturer, et ça représente aussi un carbone qui est loin d'être négligeable. Et puis une fois que c'est fait, il a fallu les transporter, les installer dans ce data center, et ce data center va faire tourner H24 pendant toute la durée de vie d'un serveur, faire tourner ce matériel. Et faire tourner ce matériel, ça nécessite quoi? Ça nécite d'abord de l'énergie électrique, c'est la première chose. Alors l'énergie électrique, on la voit souvent comme elle est transportée par des câbles, ou éventuellement, pour ceux qui font ça bien, elle est faite avec des panneaux solaires ou avec des éoliennes verticales ou des choses comme ça. C'est pas toujours le cas. Il faut savoir que le grid électrique n'est pas stable et n'a pas une qualité qui permet de faire tourner un data center en permanence. Et donc, il faut savoir qu'à côté, il y a des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, ça consomme quoi? Ça consomme du gasoil. Et donc, quand on fait tourner un centre de données, eh bien, l'électricité qui est consommée par ce centre de données n'est jamais complètement à 100% de l'énergie renouvelable. Donc, quand vous voyez un centre de données qui affiche qu'il est 100% énergie renouvelable, c'est parce que 100% de ce qu'il consomme via les câbles, en fait,
c'est lié à de l'énergie renouvelable. Mais ça n'est pas toujours le cas qu'ils consomment 100% ces choses-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'électricité. Ça, un data center, ça tourne H24. Ensuite, évidemment, comme ça tourne, que ça fonctionne, et que ça consomme de l'électricité, il y a une loi de physique qui est l'effet Joule, qui dit que plus on consomme d'électricité et plus on va produire de la chaleur. Et cette chaleur, il y a plusieurs impacts sur ce qui va se passer. La première chose, c'est que si on a décidé, par exemple, de faire des climatisations électriques, qu'est-ce qu'on va faire pour refroidir ce data center? On va consommer encore plus d'électricité que ce qu'il consommerait naturellement. C'est le premier point. Deuxième point, on peut avoir des systèmes qui ne fonctionnent pas forcément avec des climatisations électriques, mais avec tout un tas d'autres systèmes, avec par exemple du refroidissement adiabatique ou des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va consommer de l'eau. Et pas qu'un peu, d'ailleurs, en fait. On va consommer beaucoup d'eau. Quand on dit on va consommer de l'eau, il faut savoir que c'est pas de l'eau grise qu'on récupère sur les toits du data center qu'on consomme. C'est de l'eau potable. Donc ça veut dire que quand un data center en France actuellement consomme un petit peu plus de 15 millions de litres d'eau par an, c'est les chiffres de l'ADEME pour 2024, la majorité de cette eau, c'est de l'eau potable que l'on va transformer, qui va devenir grise ou noire selon la manière dont fonctionne le refroidissement du data center, et qui derrière va générer un coût de retraitement absolument faramineux. Donc en fait, l'eau qui est consommée dans un data center, non seulement elle est consommée, donc en plus elle est prise, on peut considérer que l'eau c'est peut-être un commun et qu'il y a peut-être des équilibres à trouver entre un data center et la population locale, mais en plus cette eau, comme elle est polluée en sortie, derrière il va falloir la retraiter, ce qui va avoir un coût électrique et un coût carbone qui n'est absolument pas négligeable. Donc voilà un petit peu pour comment fonctionne un data center. Un data center, ça ne s'arrête jamais, et ça, il faut vraiment le garder en tête. Oui, alors tu parlais de 15 millions de litres d'eau. J'ai essayé de journaliser le chiffre, parce que 15 millions, c'est un peu difficile à se repérer ce que ça représente. 15 millions, 15 millions, je l'ai noté, c'est 200 baignoires par jour. Donc, chaque journée, un data center sur les 350 qu'on a en France, c'est 200 baignoires, pas les petites baignoires de 180 litres, les baignoires de 200, 220 litres, donc des grandes baignoires, 200 pleines chaque jour pour juste refroidir un data center. Ça représente environ 7 à 8 piscines olympiques chaque année. Voilà, pour vous donner une idée, sachant que les piscines olympiques, c'est quand même les plus grandes de toutes. C'est énorme. En eau, on se rend pas compte, en fait. C'est vrai que mais même moi, je veux dire, j'ai grandi avec Internet. Mon premier PC, c'est un Windows 3.1. On a eu l'évolution, l'informatique, l'arrivée de la DSL, de la fibre, etc. On se rend pas compte qu'en fait, plus le temps passe, plus tout ce qu'on transfère entre nous, tout ce qu'on consulte, ça augmente en poids et en volume. Et donc, ce poids et ce volume, il faut qu'il soit sur un centre de données qu'il faut toujours alimenter et qu'il faut refroidir. Et ce qu'on disait aussi, ce que j'ai remis là sur le chiffre, c'est que 40% de la facture d'un centre de données, c'est quasiment exclusivement juste son refroidissement. C'est même pas son fonctionnement, c'est juste son refroidissement. Et là, on vous parle de 350 centres de données en France. Aux États-Unis, je pense qu'ils sont quasiment autour de 5000 centres de données. Et alors ils font quelque chose d'assez fantastique aux États-Unis, c'est que nous, je pense qu'en Europe, on a quand même un climat qui peut être tempéré. On va essayer de mettre un centre de données à un endroit où il va pas faire non plus une canicule extrême toute l'année et des froids polaires quand c'est l'hiver. Aux États-Unis, ils sont en train de mettre leur data center, une bonne partie, dans des terres arides, au Texas, au Mexique. Ce qui est aberrant, et ce qui du coup il fait extrêmement chaud, et du coup ils refroidissent et ils utilisent encore plus d'eau. Alors nous, les 15 millions qu'on a, c'est un chiffre qui peut être français. Aux États-Unis, les chiffres sont astronomiques sur la quantité d'eau à utiliser. Il y a carrément des peuples au Mexique qui commencent à être privés d'eau potable parce qu'ils sont en train de refroidir des serveurs de data center américains. Donc il y a des choses quand même assez pernicieuses qui se passent sur ce sujet, et d'où l'intérêt de travailler sur un data center qui lui va avoir un fonctionnement et une économie d'eau sur ce sujet.
Du coup, quelle solution? Parce que là, on vous a parlé un peu des problématiques, on vous a expliqué les situations, comment nous on fonctionne au quotidien en tant que communicants. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Encore une fois, l'idée c'est pas de pointer du doigt, c'est plutôt de dire chaque petite action aura un effet boule de neige, puisque si tous ensemble on fait attention à certaines choses, on va améliorer. Voilà, on va pas sauver le monde demain, on aimerait, mais c'est pas comme ça qu'on va le sauver en tout cas. Et sur ces petites actions, on peut avoir des résultats qui peuvent être significatifs. Moi, ce que j'ai mis, c'est plusieurs domaines. Alors, j'ai pas la réponse à tout, donc j'ai mis quelques domaines sur lesquels moi j'ai travaillé et sur lesquels j'ai eu des résultats, ou en tout cas j'ai pu voir. Le premier, c'est par exemple la carte de visite. Moi, j'ai été commercial pendant longtemps aussi, avant de faire de la com. Donc j'allais sur Salon, on en a parlé tout à l'heure, on imprime beaucoup de cartes de visite pour les commerciaux. Au final, des cartes de visite, j'ai encore des cartes de visite d'entreprise dans lesquelles j'ai travaillé, je n'y suis plus, mais les cartes de visite, elles ont été imprimées, elles ont eu un coût. Et c'est difficile pour un commercial de se passer d'une carte de visite. Ça reste quelque chose de physique, on aime bien s'échanger les cartes de visite avec les personnes qu'on rencontre. Du coup, il m'a fallu réfléchir à une idée. Il existe des cartes de visite dématérialisées. On a une petite carte RFID, on peut scanner, etc. Mais ça n'a pas la même saveur. Et du coup, comment faire des cartes de visite, sachant que moi, je ne voulais pas les perdre. Donc, j'ai trouvé ces cartes de visite qui sont ensemencées. Donc, c'est des cartes de visite qui sont faites à partir de papier grainé et qui, si la personne elle en veut plus ou si même moi je veux les jeter, je la coupe en deux, je la mets dans un pot, je l'arrose et ça me fait du basilic. Donc c'est tout bête. D'ailleurs, je vais en avoir juste là. Donc j'en ai juste ici, c'est des petites cartes qui sont comme ça, donc qui ressemblent vraiment à des cartes classiques. Elles sont toutes simples et elles sont un peu texturées. On dirait du papier, un peu du papier canson. Donc elles sont un peu plus épaisses. Et ces cartes-là, en fait, alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit il y a des petits points dessus. C'est encore un petit peu des graines à l'intérieur. Et ça permet de faire des cartes de visite qui sont quand même globalement à un impact carbone qui est moindre. Alors ça demande quand même de l'impression, ça demande de passer en imprimerie. Comme je vous le disais, le but c'est pas d'arrêter tout, parce que si on veut pas polluer, on éteint les ordinateurs, on coupe tout et on ne polluera plus. Mais si on veut pouvoir continuer de faire du business, mais de le faire de manière intelligente, c'est une des solutions que j'ai trouvées qui me semblait la plus pertinente. Continuer d'avoir ce contact physique avec la carte, mais en plus d'avoir quelque chose assez sympa à raconter quand on la donne, de dire que si la personne ça l'intéresse plus, elle la jette, ça fait du basilic. Voilà, au moins elle pensera à nous dans la cuisine, c'est toujours ça de prix. J'ai aussi cet exemple-là. Alors, je sais que Pierre est passé aussi par ce prestataire. Alors, j'ai pas mis le nôtre pour des raisons de rester neutre sur cette conférence, mais on a aussi fait faire un kakémono comme ça chez le Display Français, qui est un prestataire en France, qui fait des kakémonos sur du vinyle qui est recyclé. Et surtout, il n'y a aucun matériau autre que le vinyle et du bois. Voilà, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de plastique. Tout le support est en bois, semé dans un sale en toile de jute. Alors, il est rangé dans le placard, mais l'avantage, c'est que voilà, même moi, dans ma conception de faire ma plaquette, enfin de faire mon kakémono, je me suis dit, je veux un kakémono où, peu importe là où je vais me rendre, il sera utilisé partout. Je veux le rentabiliser au maximum. Je veux pas faire un kakémono par événement. Là, par exemple, ce kakémono est finalement pas si un bon exemple que ça, parce que là, c'est pour parler du Tour de France et du fait que ça se passe le 13 juillet. Mais une fois que ça s'est terminé le 13 juillet, le kakémono, il sert plus à rien. Alors, là où ils sont assez malins chez le Display Français, c'est que le vinyle se scratch à la structure et on peut changer que le vinyle. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de reprendre toute une structure, parce que quand on fait des kakémonos, généralement, on embarque tout le système, c'est des trucs en métal, c'est solidaire de tout l'ensemble, et on ne peut pas l'enlever, en fait. Si la toile est déchirée, il faut racheter tout le système complet. Or là, on peut juste changer juste la toile et garder le support, ce qui fait déjà une économie assez substantielle sur le système. Il n'y a pas beaucoup de prestataires sur le marché qui proposent ce genre de choses. Donc là, je le mets, j'ai pas de partenaire, on n'a pas de partenariat particulièrement avec eux, juste je les connais, j'ai travaillé longtemps pour essayer de trouver des partenaires efficaces, et c'est celui qui ressort sur le marché. Côté impression, alors là, c'est là où c'est un peu délicat. Moi-même, j'ai pas sauté le pas. J'aimerais faire des plaquettes. J'aimerais faire des pliants en 3 volets, d'avoir quelque chose d'assez on me demande souvent quand je vais en salon, mais j'ai pas trouvé de prestataire aujourd'hui qui me suffise.
je sais quelles sont les technologies qui existent, notamment l'impression à base d'encre végétale, puisque l'encre classique, c'est quand même quelque chose d'assez toxique. On a beaucoup de mal à nettoyer, qu'on a beaucoup de mal à retraiter. Donc, c'est quasiment un polluant définitif. Donc, aujourd'hui, ce qui existe, si on veut imprimer, c'est l'impression à base d'encre végétale. Il n'y a pas beaucoup de prestataires en France qui le font. C'est souvent assez marginal, c'est-à-dire que c'est des imprimeurs classiques qui se mettent à faire ça en plus parce qu'il peut y avoir un marché. Moi, l'idéal, c'est un prestataire qui fait que ça, qui s'est dit, moi, je me lance que là-dessus, je veux pas faire d'autres choses. C'est un peu comme un fermier qui dirait, j'ai une ferme normale et j'ai une ferme bio dans la parcelle juste à côté. Bah, pour moi, c'est pas idiot, mais si la parcelle d'à côté, elle est bio, la première, soit elle l'est pas. Enfin, il y a un problème de l'eau, elle est irriguée partout dans le terrain, c'est un peu compliqué. Donc, l'impression qui soit exclusivement végétale, ça se trouve pas beaucoup en France. Mais en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de quelque chose de consciencieux au niveau biodégradabilité, le fait de se dire, bah voilà, on a un papier qui est sur du papier recyclé. Est-ce qu'on peut avoir du papier aussi imprimé de manière ensemencée? Je sais que ça existe, mais voilà, c'est plus délicat sur l'impression. Donc, pour le coup, les solutions qui existent sur le print, bah, c'est d'imprimer avec parcimonie, enfin de faire attention au volume. C'est là où c'est plus délicat. C'est vraiment pas simple sur ce sujet. Au niveau hébergement, et là je vais ressolliciter Pierre rapidement aussi, mais au niveau de l'hébergement, c'est important aussi de pas oublier que un site web, c'est important, ça reste un objet. Je veux dire, nous on en conçoit tous les mois pour nos clients, et je serais mal placé pour dire qu'il faut pas en faire, mais il y a 20-30 ans, peut-être un petit peu plus maintenant, il y a 40 ans, quand on voulait trouver une entreprise, on allait dans le bottin. Voilà, on sortait l'annuaire et on allait chercher coiffeur dans telle ville. Aujourd'hui, on fait une recherche sur notre téléphone, on a le coiffeur, on peut réserver, et donc il nous faut un site web. On peut pas s'en passer. C'est compliqué de se passer d'un site web. Donc autant le faire le mieux possible. C'est ce que nous on essaye de faire, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Pierre, puisqu'on travaille avec ces infrastructures. Et Pierre pourra peut-être nous l'expliquer, mais pour réfléchir sur l'impact d'un data center, il y a plusieurs chiffres. Alors, on va pas parler de tous les chiffres, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très important, c'est le PUE. Est-ce que tu peux nous expliquer, Pierre, ce qu'est le PUE et comment c'est calculé? Oui, je peux. Alors, comment c'est calculé, c'est un peu complexe, mais c'est globalement le PUE, c'est ce qui permet de mesurer l'efficacité énergétique. Quand on parle d'énergétique, c'est évidemment d'électricité, hein, d'un data center. Dans l'absolu, le chiffre veut pas dire grand-chose. Enfin, si, il a un sens, mais ce que je veux dire, c'est qu'il sert majoritairement à comparer, en fait, les hébergeurs entre eux. Le PUE idéal, hein, c'est de 1. Ça veut dire que 100% de ce que je consomme en électricité va servir à rendre le service qui est attendu. Et évidemment, plus on monte, plus le choix plus la consommation électrique constatée du data center sert à fournir le service et à faire d'autres choses, notamment la climatisation et tout un tas d'autres choses. Donc, ce qu'il faut retenir sur un PUE, c'est que plus il est proche de 1, mieux c'est. Et comme vous le voyez sur le visuel que je vous ai fait, la moyenne du secteur, elle est à 1,63, c'est-à-dire qu'en gros, les centres de données ont besoin de 1,5 fois ce qu'ils ont besoin pour produire sur le data center. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition claire de l'énergie qui est utilisée. C'est vraiment un impact qui est assez fort. Et ce PUE, ce chiffre, c'est un chiffre très difficile à avoir. Alors là, en plus, les chiffres qu'on a sont pas forcément simples. OVH, par exemple, qui est quand même un hébergeur, nous ici local, hein, on aurait aimé pouvoir travailler avec eux, mais ils ont un PUE qui est trop élevé pour nous par rapport à notre cahier des charges. OVH communique assez peu sur le sujet. Ils ont des chiffres, mais sur un data center qui, en plus, est pas en France et qui est alimenté d'une manière un peu particulière. Je crois que c'est en Espagne. Peut-être, Pierre, tu me diras si c'est ça. Mais c'est difficile, en fait, d'avoir des chiffres. C'est-à-dire que, globalement, s'il n'y a pas de chiffres, c'est que le chiffre est pas bon à annoncer. Donc, quand les chiffres sont bons, les prestataires vont le dire. Ils vont le mettre en avant. Si le chiffre il est pas annoncé, c'est plutôt un indicateur de mauvaise performance. Donc les sites, les hébergeurs qui vous disent on fait des belles choses, on fait ceci, on fait cela, très bien. Quel est votre PUE? Et s'il n'y a pas de PUE annoncé, c'est que le reste, et malheureusement, c'est un peu du greenwashing, mais c'est devenu un peu la norme sur le secteur, malheureusement. Donc voilà. Donc là, on a listé. Donc Austera, forcément, c'est Pierre et c'est son métier. On essaie de faire le
il essaye d'avoir le PE plus bas. Il y a Infomaniac aussi qui est très bien placé, alors qui est en Suisse. Alors nous, c'était un petit peu embêtant parce qu'on voulait travailler d'abord sur la souveraineté des données, donc c'était important de travailler avec un prestataire français. Mais s'il n'y avait pas eu Austera, par exemple, on aurait assez certainement travaillé avec Infomaniac, et il peut m'arriver de le faire pour des clients qui sont très proches géographiquement d'Infomaniac qui est en Suisse. Donc c'est assez pertinent. Mais sinon, globalement, le PIE, ça reste quand même un indicateur. Donc si vous êtes amené à faire un choix sur ce sujet-là et que vous voulez inclure une logique d'éco-conception ou en tout cas d'impact carbone réduit, cherchez cette information, vous tapez le nom de l'hébergeur, vous mettez PIE et vous essayez de voir s'il y a une page officielle de l'hébergeur qui donne un chiffre. Et que, comme je vous dis, s'il n'y en a pas souvent, c'est plutôt mauvais signe. Du coup, les règles à retenir, j'ai essayé de faire un visuel assez simple avec toutes les questions qu'on pourrait se poser et ce qu'il faudrait faire ensuite. Donc, l'idée, c'est de se questionner toujours sur l'utilité de ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça a un intérêt de le faire? Si oui, à quel volume? Est-ce qu'il faut systématiquement partir sur des volumes assez élevés parce qu'il y a une logique de coût? Est-ce qu'il ne vaut pas parfois payer un peu plus cher parce que le coût à l'unité est plus élevé si on en prend 200 que si on en prend 500, mais d'utiliser vraiment les 200 et pas se retrouver avec 300 qui servent à pas grand-chose et qui vont juste aller se stocker dans un placard? Oui, certes, le coût peut être un peu plus élevé financièrement sur l'instant, le coût à l'unité, mais le coût impact carbone, il est divisé de manière assez massive derrière, parce qu'au final, on va avoir quelque chose qui n'a pas été produit, qui ne sera pas utilisé, et qui donc, du coup, s'il n'est pas produit, il ne coûte rien. On parle de conception un peu plus sobre, c'est donc là, c'est sur la partie plutôt web, donc c'est vraiment d'essayer de travailler sur des sites avec des poids de sites plus légers. On voit souvent des sites aujourd'hui qui font plusieurs mégas. La page d'accueil fait 5, 10. J'ai déjà vu des 20 mégas sur la page d'accueil. Non, c'est à chaque fois qu'une personne va charger la page, ça va être 20 mégas. Donc s'il y a 1000 personnes qui viennent sur le site dans la journée, ça fait déjà 2 gigas de trafic pour afficher un site web. Plus vous faites le site léger, plus vous abandonnez des éléments qui sont lourds, sans pour autant sacrifier le design, plus en plus les moteurs de recherche vont apprécier d'avoir un site qui se charge rapidement, parce que ça veut dire qu'il charge aussi beaucoup sur mobile, et aujourd'hui on est sur une logique de mobile first depuis, ça fait déjà depuis longtemps, je crois que c'est depuis 2012 que le mobile est passé premier, donc il faut toujours réduire, donc c'est important de le faire. Essayer d'allonger la durée de vie, et donc c'est ce que ça revient un peu avec la logique de questionner l'utilité et le volume, parce que si on prend des choses, on se dit on va faire du volume, mais on sait qu'on peut le réutiliser plus tard, c'est pas grave si on en prend 500, mais ça peut être réutilisé à d'autres événements, et donc je ne perds pas ce que j'ai investi. Ça, c'est intéressant. Choisir les bons partenaires, comme je vous le disais, c'est travailler avec des partenaires qui sont proches de cette démarche, qui sont engagés, qui communiquent de vrais chiffres et qui le font pas juste pour essayer d'attirer une clientèle par conviction. Ça, c'est plus délicat à trouver. Il faut trouver les bons partenaires. Là, j'en ai pour l'instant que 2 que je vous ai mentionnés, mais je pense qu'il en existe d'autres qui sont peut-être pas assez connus et qu'il faut aller un peu à la pêche là-dessus. Et puis assumer et mesurer. Donc, quand en fait, c'est parfois quand on a la pression de la direction qui nous dit il faut faire tel volume, il faut faire telle chose, c'est parfois aussi dire oui, mais si on veut être dans une logique de RSE, si on veut être à hauteur des objectifs Bicorp qu'on s'est donné, à hauteur des objectifs de tel label, EcoVadis, etc., sur lesquels on s'est impliqué, il faut savoir dire non en fait. Il faut savoir dire non, ça va à l'opposé de nos règles. Donc oui, c'est peut-être un choix fort, c'est peut-être difficile parfois à assumer, mais les valeurs, c'est les choses les plus difficiles à conserver tout au long de sa vie. Et donc, l'impact, l'éco-responsabilité, c'est aussi assumer certaines valeurs et dire, ça, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et peut-être que ça sera même mieux perçu de dire aux gens, je l'ai pas fait parce que si je l'avais fait, ça aurait eu tel résultat et c'est pas bon, plutôt que de le faire à tout prix pour faire plaisir, sachant que derrière, en fait, vous allez complètement à l'encontre de ce que vous voulez véhiculer comme message. Voilà. Donc ça, je crois que Lola, tu vas le ressortir derrière, donc vous pourrez avoir accès à ce visuel. Et je crois qu'on arrive au bout, en fait, déjà, mine de rien. Déjà 12h17. On est dans les temps, je crois. Si vous avez des questions qui ont été posées, je crois que Noémie les a un petit peu récupérées. Effectivement, ça passe vite. On est déjà sur le temps des questions. On vous propose de pouvoir les écrire dans le chat, si vous en avez déjà. C'est ouvert. La parole est à vous. Et
commencer par une question. Tu parlais du stockage des fichiers tout à l'heure sur le web. Quel coût ça représente en termes de stockage de fichiers sur le numérique? Alors là, Pierre sera peut-être le mieux placé pour répondre à ça, du coup. Ouais, je vais essayer de répondre, mais ça va pas être une boutade ce que je viens de dire. Le stockage, c'est ce qui coûte le moins cher à l'environnement dans un data center. Ce qui coûte le plus cher actuellement, enfin, quand je parle de ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire ce qui consomme le plus d'électricité et ou ce qui consomme le plus d'eau et ou dans l'équivalent, on va dire la génération d'équivalent carbone est la plus élevée. On commence, c'est l'IA. Tout ce qui est IA, de toute manière, tous les usages de l'IA, que ce soit de l'image, du texte, etc., c'est vraiment ce qui est le plus haut. On passe par tous les process qui sont de faire tourner un site web, par exemple un serveur web, pour ceux qui connaissent un peu du PHP, des bases de données, des choses comme ça. Et tout au bout de la chaîne, ce qui consomme le moins, ce qui est le moins dégradant pour l'environnement, c'est le stockage. Et le stockage, c'est infime par rapport à tout le reste. Ok. Dans la même lignée, du coup, je reprends une question qui a été posée par Vanessa. De la même manière, les données, du coup, qu'on vient emmagasiner, via les posts qu'on a sur les réseaux, quelle incidence ça a? Est-ce qu'on a plutôt intérêt à les supprimer ou pas? Quelle pertinence ça a de le faire? Je laisserai Yannick peut-être répondre après s'il veut. Moi, j'ai juste une petite pierre à apporter à l'édifice. En fait, tout ce qui est stocké coûtant très peu cher, ce qui coûte, ce que je disais tout à l'heure, ce sont les processus, en fait, le fait de faire fonctionner des serveurs. Un service en ligne comme LinkedIn, par exemple, a des systèmes de stockage qui sont différenciés. Grosso modo, ils sont différenciés en 3 catégories. Il y a ce qui est de l'immédiat et ce qui a, on va dire, moins de quelques heures, les échanges, les commentaires sur un post, etc. Ça, c'est sur du stockage qui coûte un peu plus cher à l'environnement. Il y a les stockages intermédiaires, qui est grosso modo ce qui a été fait dans le mois par ce qui a été produit par un créateur de contenu, par un utilisateur, qui coûte un peu moins cher à l'environnement. Et ensuite, il y a tout ce qui est considéré comme vieux. Oui, je sais, pour LinkedIn, vieux, c'est au-delà de 3 semaines, quasiment. Allez, on va dire un mois, et qui là est stocké sur ce qu'on appelle du stockage glaciaire. Le stockage glaciaire, c'est un stockage qui est long à arriver, qui est long à être mis en place, mais qui a un impact quasi de zéro en termes de fonctionnement sur l'électricité et sur l'eau. Et donc en fait, le fait de stocker des choses et de laisser stocker des vieilles choses ne va pas produire, ne va pas générer énormément d'empreintes carbone. Par contre, le fait d'aller les rechercher pour les supprimer va générer plus d'empreintes carbone. Je sais que c'est totalement contre-intuitif, mais il vaut mieux, et c'est d'ailleurs pareil tout à fait pour le mail, on dit il faut vider ses boîtes aux lettres. Alors si vous les videz, toutes les semaines, si toutes les semaines tout ce qui est plus vieux qu'une semaine vous le jetez, c'est magnifique, parce que vous êtes encore sur du stockage intermédiaire. Mais si vous décidez de faire des recherches sur des mails de plus d'1 an pour les supprimer, vous allez générer plus de carbone et vous allez consommer plus d'électricité qu'à les laisser là où ils étaient. C'est ça qui est fantastique avec ce sujet, c'est que même quand on veut faire bien en se disant on va nettoyer, on va ranger, potentiellement l'impact il est plus mauvais que si on n'y touchait pas. Ce qui peut être un peu contre-intuitif dans l'explication, mais oui, il y a une logique de volume parfois sur les volumes d'articles. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire plein? Je pense pas que ce soit nécessaire de faire plus de 2 articles par semaine. Je pense qu'à moins que vous ayez des choses pertinentes à dire, où il y a de l'engagement, on va repartager ce que vous avez dit. Mais si c'est envoyer un message pour qu'il y ait 3 likes, personne ne le voit, et que vous le faites ça tous les jours, je pense que l'empreinte carbone, elle est quand même plutôt mauvaise, et qu'il vaut mieux peu dire mais bien que beaucoup dire et pas dire grand-chose au final. Est-ce que tu avais d'autres questions, Noémie? Oui, il y en a une autre. Alors du coup, ça amène aussi, ça fait le lien avec ce que vous disiez. Comment du coup avoir conscience de là où on en est? Comment faire un état des lieux? Enfin, comment pouvoir faire un état des lieux, savoir finalement pouvoir mesurer l'impact qu'on a à date, quoi.
pour se rendre compte? Ça c'est assez difficile de mesurer parce que ce serait comme mesurer quel impact a un grain de poussière dans une pièce, sachant qu'il y en a globalement dans la maison à des endroits qu'on voit pas forcément, mais est-ce que celui-ci fait que la pièce elle est sale? C'est pas un qui va tout faire. Comment mesurer l'intégralité de l'empreinte? Il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans le calcul de l'empreinte. C'est vrai que nous on a choisi de prendre le spectre du site web sur lequel on va dire qu'on a une vision plus macro de ce qui se passe. Pour autant, si on va à l'intérieur, on pourrait dire oui, mais ce qui coûte le plus, c'est la climatisation, admettons. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Et au final, on pourrait les pointer du doigt des choses en particulier et dire c'est sur ça qu'on peut agir. Et on peut pas agir sur tout. Donc, et Pierre, tu diras si tu es d'accord, mais dire ça a tel impact et ça génère tant. C'est assez difficile globalement. Il faut avoir une vision qui est quand même globalement assez large. On peut pas aller dans le micro malheureusement sur tous les sujets, quoi. On peut dire ça, c'est un poste de dépense qui est plus gros que les autres, mais c'est vrai que poster des articles sur LinkedIn, c'est pas ce qui est le plus impactant, quoi. Il y a quand même d'autres choses plus importantes. Ouais. Mais à cette échelle-là, si on veut être un peu plus, si je veux être plus précis sur des types d'outils qui existeraient pour nous aider justement à comparer l'impact, là tu parlais de différents choix d'hébergement. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire les distinctions? Alors, il y a des outils qui existent qui mesurent globalement sur plusieurs critères le poids d'un site, son temps de chargement, sa structure, sur quoi il est hébergé, est-ce qu'il est référencé par un partenaire qui est indiqué en tant qu'hébergeur vert, même si malheureusement ces chiffres sont toujours un petit peu, on peut se faire référencer même si on l'est pas, c'est toujours un peu délicat. Moi, j'utilise plusieurs sites. Alors, le premier que j'utilise le plus, c'est Website Carbon, qui est un site qui analyse le poids de la page, son grammage en CO2, enfin ce que ça génère par visite, et qui va donner une espèce de Nutri-Score, un équivalent qui va être de F, la plus mauvaise note, jusqu'à A+, la meilleure note. Donc moi je sais que par exemple pour les sites de nos clients, le but c'est d'aller chercher les gens sur la plus mauvaise note et de les amener sur la note la plus haute, sachant que la moyenne mondiale c'est E, donc on va dire qu'on peut que s'améliorer. Il y a Website Carbon. J'utilise également EcoGrader, qui est aussi un autre outil. Donc Website Carbon, c'est website comme site web, Website Carbon. EcoGrader, c'est ECOGRADER, donc grade Eco, qui fait à peu près la même chose. Lui, il va plutôt aller travailler le poids du site, vraiment en lui-même, alors que Website Carbon va travailler plutôt l'infrastructure. Il existe également EcoIndex, qui va travailler beaucoup la partie technique, qui va aussi donner un chiffre qui va de A jusqu'à F en moyenne. C'est des outils, généralement, nous on croise, parce que chacun va prendre un petit peu sa sauce. Il n'y a pas de référentiel international. Il y a beaucoup d'organismes neutres, indépendants. Nous, on essaie de faire une triforce de ça, de mélanger un peu les données en se disant, voilà, ici on a telle note, ici on a telle note. On peut être amené aussi à utiliser Google Speed Page Insight aussi, qui va nous donner aussi la vitesse de temps de chargement avec les temps de chargement sur mobile, les temps de chargement sur PC, tous les scripts qui peuvent rentrer dans l'analyse de chargement d'une page. Enfin, c'est beaucoup d'outils. On essaie de comparer et on voit ce que ça donne. Après, dans la conception de site web, même là-dessus, des outils, il en existe plein. Ce qu'il faut trouver, c'est les bons. Je vais répondre du coup, je vais mettre les noms des outils si ça peut aider. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous inquiétez pas, avec le compte rendu de façon qui vous sera envoyé, on va pouvoir reprendre les références de toutes ces solutions. Alors moi, j'ai juste une petite chose à rajouter, puisque là, ce qu'on a vu, c'est sur le sujet global. Sur le sujet data center, il y a quand même quelques petites choses qui existent, même si il n'y a rien de complet, bien sûr, c'est trop facile. Il y a notamment la première chose, c'est le type de consommation électrique fait par un data center. Et il y a un organisme qui s'appelle The Green Web Foundation qui référence les plus gros hébergeurs et qui donne l'indicateur de la quantité d'énergie renouvelable utilisée. Donc c'est un pourcentage. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 100%, c'est 100% d'énergie renouvelable. Ça c'est le premier sujet. Et après, il y a les quelques indicateurs qui permettent de comparer, mais ça, malheureusement, il n'y a pas d'outils pour le faire actuellement. J'ai envie de dire, c'est à vous d'avoir une démarche proactive
sur ces sujets-là. Il y a grosso modo 3 indicateurs. On a vu tout à l'heure le PUE pour les data centers. Il y en a 2 autres. C'est le WUE, ça c'est pour l'eau, et le CUE, c'est pour le carbone. Et il faut pas hésiter à demander ou à aller voir les rapports d'activité des hébergeurs pour savoir où ils en sont de ces sujets-là. Il y en a certains qui présentent leurs chiffres qui sont réactualisés à la journée, d'autres qui sont réactualisés à l'année. Ben voilà, entre les deux, il faut essayer de trouver quelque chose pour le faire. Il n'y a pas sur ces sujets CUE, PUE et WUE, il n'y a pas d'outils à ce jour qui existent qui soient indépendants. Merci Pierre. Je vois que l'heure tourne, on arrive en fin de présentation. Je vais peut-être juste vous poser une dernière question que j'ai passée. Y a-t-il des bonnes pratiques que vous avez à partager sur, en termes de graphisme responsable, des typos, des tailles, des polices, etc. Voilà, c'est une question qui a été posée par Alexandra. En fait, il y a une espèce de légende urbaine qui consiste à croire que l'éco-responsabilité dans le design, ça veut dire 2 couleurs qui se battent en duel sur un fond vert avec une police la plus neutre possible. C'est pas forcément vrai. L'éco-responsabilité, ça peut être joli, ça peut être design. C'est plutôt une réflexion structurelle sur le poids de ce que ça représente, plutôt de vouloir sacrifier à tout prix pas d'animation, pas d'image, pas de quoi que ce soit. C'est plutôt de réfléchir à des alternatives. Donc oui, créer un site web, c'est pas forcément enlever tout ce qui pèse. C'est plutôt enlever tout ce qui pèse lourd, enfin tout ce qui sert à rien. Donc on enlève l'inutile déjà. On peut avoir une vidéo sur son site web, pourvu que on héberge la vidéo sur son serveur et qu'on ait une vidéo dans un format adapté. Il y a des images qu'on peut réduire en poids pour en réduire le poids global et donc avoir des images qui s'adaptent à la taille de l'écran. Si je prends l'exemple des fichiers médias, les images, on a le AVIF, qui est le format aujourd'hui préconisé pour les images les plus légères, qui est aussi suivi par le WebP, donc Web Picture, qui sont les formats images qu'on espère avoir sur un site web. Ça permet d'avoir un fichier identique à un JPEG ou un PNG qu'on pourra avoir par le passé, sans pour autant sacrifier le poids. Parce qu'en fait, on va avoir quelque chose qui va faire quelques dizaines de kilooctets d'un côté contre quelques centaines de l'autre. C'est le même visuel, ça rend pareil, si ce n'est qu'il y en a un qui pèse 10 fois moins lourd. Et c'est en ça, en fait, qu'il faut travailler sur un site web. C'est pas enlever les images, c'est plutôt trouver le moyen de les rendre les plus légères. Ça marche aussi avec les fichiers vidéo, puisque sur les vidéos, on a les fichiers WebM, qui sont aussi des fichiers allégés. Donc, plutôt que d'héberger la vidéo sur YouTube, de pas la partager et de la stocker là-bas, vaut mieux la mettre sur son site, l'intégrer proprement et la mettre dans un format le plus allégé sans sacrifier le poids. Et ça sert à rien de la mettre en 4K par exemple. C'est-à-dire les gens globalement consultent ça sur leur PC ou sur leur téléphone et pas sur leur télévision en 4K. Donc il y a aussi des choix, c'est des choix à faire en fait. Mais in fine, pour l'utilisateur, le visiteur, le site doit être beau. Et beau, ça veut pas dire tout sacrifier, ça veut dire juste entre 2 choix, quel est le meilleur et faire les bons choix en fait. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Oui. Et j'ai failli passer à côté de la question posée par Kylian en rapport avec les questions portées sur LinkedIn. Il voulait savoir si, en tout cas, quelle serait la quantité de posts à recommander ou à conseiller par semaine à un client. Eh bien, ouais, mais là, en fait, c'est aussi une question de stratégie, de visibilité, de portée et de se dire ce que je poste. Puisque l'intérêt des posts sur LinkedIn, c'est de créer de l'interaction. C'est de créer de l'interaction, que ça se partage, que d'autres personnes le voient. Donc, pour créer et augmenter le nombre d'impressions et d'augmenter les commentaires, les réactions via des émoticônes, etc. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire un post par jour, générer peu de réactions, parce que quand on en fait beaucoup, on n'a plus autant d'engagement de la part des gens, ou en faire moins, et dans ces cas-là, avoir un peu plus de réactions, et d'avoir du coup plus d'impressions et plus de visibilité. Moi, je pense que c'est aussi très lié au domaine d'activité de l'entreprise, de la pertinence de ce qu'ils ont à dire. Si c'est juste republier des posts qu'on a fait avec l'IA pour dire moi ce matin mon fils il a fait ses lacets et il m'a dit oh quelle bonne idée de lancer un business, genre de truc un peu bullshit qui sert à pas grand chose, ça pour moi c'est de la perte de temps. Ça n'est que mon avis évidemment. Par contre, publier quelque chose où on veut vraiment de l'engagement parce que c'est sincère, c'est dit pour informer, c'est pas dit juste pour publier, c'est dit pour dire quelque chose d'important. C'est là où il faut trouver le bon
le bon critère, le curseur où on le positionne en fait. Et ça, c'est vraiment lié à l'activité et à ce qu'elle veut communiquer en fait. J'aurais tendance à dire pas plus de 2 par semaine, personnellement. Ok. 2 posts intéressants par semaine. Si c'est bien dit, si c'est bien fait, au bon timing, avec les bons mots, avec quelque chose de sincère, ça aura beaucoup plus de pertinence que de balancer un truc automatique tous les jours avec un outil qui génère des textes et où personne va les lire en fait. Enfin, après, voilà. Mais c'est lié à l'activité, je pense. Merci beaucoup Yannick. J'ai encore, je suis désolée, je vais rajouter une dernière question. Je sais que l'on a dépassé un peu le temps. On vous enverra par la suite la suite du programme et les informations concernant le Yes We Clean. Mais je voulais qu'on termine avec cette question-là. Finalement, si mon site a peu de visites, est-ce que ça veut dire que ça vaut pas le coup de réduire son impact? Alors, ça reprend l'exemple de ce que je disais tout à l'heure sur les lampadaires dans les rues. Il y a des gens des fois qui me disent ouais, vos sites, ça sert à rien de le refaire et de le refaire éco-responsable. J'ai peu de visiteurs dessus, donc ça sert à rien. Personne va le voir. Oui, c'est comme dire dans ces cas-là, j'allume pas les lampadaires dans les rues. Il y a personne qui se déplace. Sauf qu'on allume tout le temps les lampadaires dans les rues à partir d'une certaine heure pour que les gens puissent se déplacer de manière sécurisée. Les lampadaires sont allumés. Le site web c'est pareil. C'est-à-dire que vous y allez ou non. Il est là, il est hébergé sur un data center qui est refroidi, qui chauffe avec les autres baies du serveur. Donc il est refroidi, il consomme de l'énergie, il a une consommation hydrique, une consommation énergétique. Donc qu'il y ait peu de visites ou qu'il y en ait beaucoup, ça aura une consommation. Donc l'argument de je veux pas toucher parce que de toute façon personne va dessus, c'est malheureusement un non-argument, en tout cas de mon point de vue. J'ai tendance à dire, quitte à ce que dans ces cas-là, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui y va, on le réduit en volume. On essaie de faire quelque chose de plus simple, plus adapté à ma cible. Si les gens ne vont pas dessus, pourquoi? Est-ce que juste mon site, il n'a pas vocation à être commercial, c'est juste une page de réassurance? C'est aussi beaucoup de réflexion. Enfin, c'est des choses, on pourrait passer des heures. Hein, si c'est mon cheval de bataille quotidien, ça. Mais je pense que un site, à partir du moment où il est en ligne, il a un impact. Donc, si on veut qu'il n'y ait pas d'impact, on l'enlève. Voilà. Mais dans ces cas-là, on prend le risque aussi de ne plus avoir de visibilité. Après, ça dépend. Hein. Si vous êtes un coiffeur ultra local avec une clientèle ou un médecin, il n'y a pas besoin d'avoir un site web. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas pertinentes. Si on est une entreprise, et même si notre site n'est pas là pour faire des ventes, notre site, il permet de réassurer. Les gens vont taper notre nom, vont aller voir notre site, ils vont dire ça a l'air sérieux, je peux passer par chez eux. Donc, ça va dépendre aussi de notre cible, de ce qu'on veut en faire. Mais un site qui est là, qui n'est pas consulté, qui sert à rien, autant l'enlever. Voilà. Ça appuiera moins au niveau impact carbone. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Je pense qu'on est arrivé au bout, Lola. Donc, comme je disais, Laura, je te passe le micro pour la suite finalement. On a un peu dépassé le temps, donc je vais pas revenir sur cette slide. De toute façon, je vous enverrai un mail pour la suite de l'édition cet après-midi. En tout cas, merci encore Pierre et Yannick pour cette intervention et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer par mail. De toute façon, je mettrai aussi leur contact dans le compte rendu. Et voilà, et bon appétit à tout le monde. Merci encore. Et bonne suite de Yes We Clean.